sur cette table ronde, évoquer le rôle plus particulier des IUT comme catalyseur de compétences et d'innovation, et donc notamment de voir comment le déploiement de la RSE dans les formations initiales et continues, enjeux et leviers, donc par rapport à ça sur cette partie-là, et donc comment est-ce que dans les IUT on s'est emparé du sujet pour accélérer la prise de conscience et l'acquisition de compétences par les étudiants sur cette thématique essentielle. Et donc on va intervenir sur ces sujets, enfin j'ai 3 intervenants sur ces sujets, donc avec par ordre alphabétique, donc Martin Bortsmeyer, donc, qui représente le ministère de la transition écologique à ce niveau-là. Alors transition écologique, c'est plus le terme exact, donc le terme exact vous l'avez d'afficher à ce niveau-là. Hein, il est plus complet que ça, donc il va intervenir à ce titre, mais je le laisserai se présenter tout à l'heure. Donc ensuite Germain Gourenton, donc, qui est un acteur de la RSE en tant que dirigeant d'entreprise et qui est également le président de l'IUT de Bayonne, Pays Basque. Voilà. Et puis Laurent Poisson, donc le directeur de l'IUT de Laval. Donc on a extrêmement sollicité l'IUT de Laval ces derniers temps, puisque la présentation que vous avez vue en bas sur la dissection, la virtualisation de la dissection, c'est aussi fait à l'IUT de Laval. Donc, et bon, il y a un autre sujet qui est fait à l'IUT de Laval, mais je ne vais pas en parler là, ce n'est pas le thème spécifique. Voilà. Donc, donc Laurent, au-delà d'être directeur de l'IUT de Laval, il est aussi responsable en matière je dirais, de RSE aussi au niveau de l'ADUT avec Yann Godot qui co-anime, on va dire, avec Laurent cette thématique-là. Mais de toute façon, Laurent se présentera également tout à l'heure. Donc, ma première question va concerner Martin, que je vais laisser se présenter, mais notamment à travers une première diapo qui concerne en fait les formations spécifiques dédiées cette fois à l'environnement. Et on voit que donc vous avez deux cercles, hein, le cercle extérieur qui concerne l'année 2019-2020 et le cercle intérieur de l'année 2008-2009, et où on voit que les formations directement liées à l'environnement ont fait une évolution très importante sur les sujets de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, puisqu'on passe de 9% à 33% de la thématique je dirais sujette à cette thématique-là précisément. Donc, tous les autres domaines sont en diminution, mis à part la prévention et la réduction des pollutions, nuisances et risques. Et je dirais l'actualité nous fait comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, la question que je veux poser à Martin en premier, quelle est votre attente pour les formations qui ne sont pas en lien direct avec l'environnement ? Est-ce qu'elles doivent suivre cette évolution telle qu'on la voit là pour les formations spécifiques, ou est-ce qu'elles continuent à devoir avoir davantage un aspect généraliste ? Oui, bonsoir. Alors, juste 2 mots de présentation. Vous nous connaissez sans doute assez mal au ministère de la Transition écologique parce que je représente un petit ministère de formation. Mais il se trouve que depuis 2 ans et demi maintenant, enfin on travaillait déjà quand même sur les questions d'éducation, au développement durable, etc. Mais depuis 2 ans et demi, on a créé 2 postes spécifiques sur ces questions de formation enseignement, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un obstacle absolu aujourd'hui à la transition écologique, qui est la question des compétences. Et donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet. Et ma mission est essentiellement en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Je faisais partie du groupe Jouzel, qui a produit le rapport du même nom. On travaille beaucoup sur la formation des salariés. Je suis représentant du ministère pour donner des avis sur les dossiers de la MICMA. Donc un certain nombre d'entre vous ont candidaté à cette MICMA. Voilà, donc ceci pour expliquer un peu mon rôle. Alors, dans les choses que fait quand même mon ministère, on a un gros service statistique, comme tous les ministères, qui produit des statistiques sur le logement, le transport, l'énergie.
et aussi sur les formations environnementales. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc c'est le petit graphique qui est là est un extrait de la production de ce service statistique. Et je vous engage aussi à aller voir ce que produit l'ONEMEV, c'est l'Observatoire national des emplois et des métiers verts, ONEMEV, qui est un organe animé par notre service statistique, avec France Stratégie, etc., avec l'INSEE, pour travailler sur cette question des métiers verts et des métiers verdissants. Alors, avant de revenir sur le graphique, effectivement, la grosse distinction qu'on fait quand on travaille sur les métiers de demain impactés par la transition écologique, c'est les métiers verts, qui sont typiquement ceux de la transition écologique à temps plein, je dirais, et les métiers verdissants, qui sont des métiers qui vont intégrer petit à petit des compétences liées à la transition écologique, mais sans pour autant relever de cette catégorie spécifique de la transition écologique. Et c'est important de bien distinguer, de bien comprendre que dans de très nombreux métiers, si ce n'est tous les métiers, on va petit à petit devoir intégrer des compétences liées à la transition écologique. Alors selon les métiers, évidemment, ça sera de niveaux très variables. Selon qu'on est juriste ou comptable ou qu'on est ouvrier soudeur, on n'aura pas les mêmes enjeux de comprendre ce qui se joue dans la transition écologique. On n'aura pas non plus les mêmes compétences nécessaires entre des compétences très spécifiques et compétences métiers. Je ne sais pas, travailler dans l'hydrogène, travailler sur les batteries suppose de maîtriser des éléments de chimie, de l'électrolyse, etc. Et puis des compétences, donc ça c'est les compétences spécifiques, et puis des compétences beaucoup plus transversales dont on a parlé, qui sont souvent des compétences de soft skills. Voilà. Alors ce graphique il répond juste à une question qui nous vient très souvent, notamment de la part des étudiants, qui est mais quelles sont les voies moi j'ai envie de travailler dans l'environnement, c'est quoi les grands domaines? Les grands domaines c'est assez simple, il y a tout ce qui est protection de la nature, biodiversité, protection de l'environnement, qui représente en gros un quart, tout ce qui est pollution, risques, avec notamment dans des secteurs industriels. Là aussi, un quart, bon, ce n'est pas exactement le même quart que mon premier bloc. Après, on avait tout ce qui était aménagement du territoire, animation territoriale, beaucoup des postes dans les collectivités, et qui est le secteur, alors il apparaît en beige clair là, et donc plutôt en réduction relative. Alors sachant qu'on est sur des pourcentages là, donc en valeur absolue tout ça augmente, mais les deux cercles représentent des valeurs relatives. Et puis on a effectivement en violet le secteur énergie renouvelable, qui représentait peu de choses en 2008-2009, on était à moins de 10%, et qui a explosé sur nos dernières statistiques 2019-2020. On doit sortir dans un mois normalement les statistiques les plus actuelles, donc je vous prie de m'en excuser, les chiffres là sont un peu datés, mais on peut supposer que ce mouvement que signalait le président, à savoir une très forte montée des effectifs d'étudiants dans les filières énergie et énergie renouvelable vont continuer à augmenter. Et donc par rapport à votre question sur est-ce que ça doit se retrouver partout dans tous les métiers, cette dimension énergie renouvelable, oui bien sûr, mais au-delà de ça, comme on l'a vu toute la journée, la RSE ne se limite pas à cette dimension carbone. Elle est souvent dans les formations techniques, scientifiques, elle est souvent priorisée parce que derrière il y a une métrique, donc il y a des aspects finalement plus faciles peut-être à la fois pour les pédagogues et pour des aspects scientifiques et techniques. Il y a toute cette métrique carbone qui donne lieu à des exercices, à des repères simples pour les étudiants, mais au-delà de ça, c'est bien les différents enjeux, consommation de ressources, polluants et les enjeux sociétaux de la durabilité qu'il faut intégrer dans les formations. Merci Martin. Alors Laurent, maintenant, donc, je vais m'adresser donc à l'ADUT, donc à l'association des directeurs d'IUT, et plus spécifiquement donc au rôle de Laurent qui représente l'ADUT au CIRCES, donc le collectif pour l'intégration de la responsabilité sociétale et du développement durable dans l'enseignement supérieur.
Donc le ministère de l'Enseignement supérieur nous a demandé à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur de mieux faire ressortir quelque part la dimension RSE dans les formations. Donc nous avons des parcours de but qui ont été constitués il y a relativement peu de temps. Maintenant, où en sommes-nous, on va dire, dans cette approche gouvernementale? Est-ce qu'on est bien paré? Est-ce qu'il faut faire évoluer les choses? Oui, bonsoir, et donc merci Franck pour m'avoir invité. Donc je précise, je ne suis pas représentant officiel au niveau de la DUT de cette thématique-là, je suis juste intéressé en tant que membre du Conseil, et donc effectivement je me retrouve missionné avec des choses en lien, notamment au niveau de CIRCES et puis d'une AMI-CMA en lien. Oui, donc effectivement la politique qu'on avait choisie au niveau de la DUT, c'était de plutôt intriquer toute cette thématique-là au niveau du cœur de métier en fait, et de recontextualiser les gestes métiers dans le développement durable. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre dans les programmes pédagogiques, sans pour autant mettre en avant en fait, des ressources spécifiques sur cette thématique-là, qui seraient un peu déconnectées, je dirais, du reste des compétences métiers. Alors, pour nous, ça a un sens, en fait, de pouvoir vraiment ancrer cette thématique-là dans le cœur de métier. Par contre, effectivement, pour le ministère, vu de loin, ça peut paraître, on peut croire qu'on ne fait rien, parce qu'il n'y a pas explicitement une ressource qui s'appelle RSE ou développement durable dans nos PN de manière très très explicite. Il faut regarder, donc quand on regarde, on trouve des choses, donc notamment au niveau de ce qui encadre, ce qui précise les compétences qu'on appelle les composantes essentielles, les compétences. Donc on a des choses qui précisent, donc je peux donner quelques exemples. Donc par exemple, au niveau du BIT informatique, on trouve une compétence essentielle qui est en sensibilisant à une gestion éthique, responsable et durable et interculturelle. Au niveau de la spécialité MT2E, eh bien, on trouve dans la compétence optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie une composante essentielle qui s'occupe en promouvant les énergies renouvelables. Voilà. Mais effectivement, il faut regarder un petit peu finement et on n'a pas forcément quelque chose de très très explicite. Bon, on a des spécialités avec des titres explicites, MT2E que je viens d'évoquer, les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique, bon, là, c'est à peu près transparent. En génie civil et construction durable, c'est transparent à peu près. Mais effectivement, peut-être que pour le ministère, c'est pas suffisamment clair. Pour le grand public non plus. C'est vrai que ça peut être quelque chose qu'il faudra mieux mettre en avant dans la réforme, dans la révision du PN qui s'annonce pour 2027, pour qu'on soit plus clairement identifié comme des acteurs du développement durable, puisqu'on est sur des métiers qui ont été dit tout à l'heure, où vraiment on a toute notre place dans cette dimension-là, quoi. Puis, par rapport à ce qui a été dit tout au long de la journée et ce qu'a rappelé Martin à l'instant quelque part, on a, pas que des besoins spécifiques, on a aussi des besoins de sensibiliser un peu tout le monde, et ce qui a été dit aussi. Donc il y a l'exemplarité. Alors on a voulu en montrer un peu, avec ce midi, vous avez pu descendre, voir l'exposition de ce que font certains IUT en la matière pour aller dans le bon sens, parce que la sensibilisation des étudiants et des personnels qui sont en IUT sont aussi des éléments essentiels pour impliquer tout le monde dans la démarche RSE. Oui, effectivement, au-delà du programme. Alors, je précise aussi qu'il y a le programme pédagogique qu'on peut consulter, mais aussi toute une partie du programme, donc 33%, un tiers, qui sont de l'adaptation locale. Et donc là, chacun IUT peut s'en permettre ces 33% pour y mettre notamment des choses en lien avec la RSE et le développement durable. Donc là, sur cette partie-là, il n'y a pas de souci. Et après, effectivement, nous, on peut aussi acculturer les étudiants, mais peut-être même l'ensemble du personnel, à cette thématique-là via le pilotage de l'IUT. Donc ça, c'est au niveau des directeurs d'IUT, c'est quelque chose d'intéressant qu'on essaye de faire vivre aussi par des communications en assemblée générale, mais aussi dans l'université d'été. Il y a eu plusieurs fois des thématiques qui ont porté, des choses qui ont porté sur cette thématique-là. Donc au quotidien, on a plein d'exemples. On essaie de décarboner en ayant la sobriété énergétique, on essaie de suivre un peu nos indicateurs aussi. Donc il y avait un débat tout à l'heure, est-ce qu'il faut les suivre ou pas ? Moi j'essaye de les suivre quand même parce que ça permet de valoriser effectivement le travail qui a été fait. Donc on met des indicateurs sur la baisse en fait du kilowattheure utilisé par an.
Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On essaie de travailler sur le covoiturage. Donc, je sais que les collègues, par exemple, de La Roche-sur-Yon ont tout un tableau où les étudiants peuvent s'inscrire en fonction d'où ils viennent et puis trouver des personnes qu'ils veulent, qui sont intéressées pour covoiturer avec eux. Voilà, il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là. Donc on essaie de raisonner aussi les déplacements vers les entreprises. Donc des fois, on est dans des injonctions aussi contradictoires, avoir plus de contact avec les entreprises pour les visites de stage, d'apprentissage, mais aussi un nombre limité pour pouvoir aussi peut-être en faire qu'une en déplacement physique et puis d'autres en virtuel. On a tout un tas de choses autour de la biodiversité. Donc il y avait je crois que c'était Maubeuge, je crois, qui avait une expérimentation sur une ruche connectée. Donc je sais aussi que Saint-Brieuc ont des ruches. Voilà, on peut avoir des cabanes à hérissons ou des nichoirs. On peut être réfugié le PO. On peut faire des inventaires faunistiques, des inventaires botaniques. Donc tout un tas de choses autour de la biodiversité. Et puis aussi travailler aussi sur le bien-être étudiant. Donc c'est aussi des choses qu'on essaie de faire. Donc ça passe de la santé mentale. On peut aussi travailler sur la précarité étudiante. Donc par exemple, on a des marchés solidaires qui sont installés dans certains IUT, donc qui sont gérés parfois par des associations. Donc pour que chaque étudiant puisse avoir chaque semaine quelques vivres ou quelques produits d'hygiène. Et puis aussi des lieux aussi où les étudiants peuvent discuter entre eux, avoir un café quand ils se sentent un peu isolés, et notamment sur des sites délocalisés. Alors, on a même là-bas une coiffeuse bénévole qui vient bénévolement pour coiffer les étudiants dans ce petit salon un peu cosy. Voilà, c'est des petites choses qu'on essaie de développer, donc c'est intéressant puisque c'est systémique dans tout le pilotage de l'IUT. Ok, merci Laurent. Et donc le troisième intervenant de cette table ronde, donc c'est Germain, qui a la particularité d'être un intervenant au niveau des entreprises dans la RSE. Il va nous présenter son entreprise et également d'être le président donc, du conseil de l'IUT de Bayonne, Pays Basque. Alors, je vais aller au-delà de ce qu'on a pu prévoir, puisque je crois qu'il y a des réactions aussi par rapport à ce qui a pu être entendu depuis ce matin. Mais quand on parle de transition écologique comme une priorité absolue pour relancer l'économie et investir pour l'avenir, quels sont vos constats sur le terrain et à la fois ce qui serait nécessaire pour parvenir à cet objectif et accélérer la prise de conscience qui n'est peut-être pas suffisante aujourd'hui? Merci pour l'invitation. Je salue le directeur général de l'IUT, Franck, qui est ici dans la salle, puisque c'est lui qui fait tourner l'IUT, c'est pas moi. Donc merci pour la question. Je vais jouer le rôle du dynamiteur, si ça ne vous dérange pas, pour essayer de remettre les choses un petit peu en perspective. Vous posiez la question de notre engagement, puis je vais parler également de mes convictions. Avant d'en arriver là, je voudrais poser quelques éléments quand même de contexte fin 2024. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur ces sujets-là. Donc fin 2024, ça y est, on a dépassé les 1,5 degré au niveau du réchauffement planétaire, en moyenne glissante sur 12 mois. Donc vous vous souvenez des accords de Paris, c'était limité entre 1,5 et 2, donc on est à 1,5. Je rappelle que la COP numéro 1 prévoyait que 1,5 degré, c'était le scénario dit catastrophe en 2100. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Pour continuer à planter le décor et être extrêmement clair sur ce dont on parle, aujourd'hui, ce qui nous unit, le poids des poulets élevés en batterie est 3 fois supérieur au poids des oiseaux présents sur cette planète. Pour donner quelques ordres d'idées, 2 tiers des espèces ont été éradiquées, donc elles n'ont pas disparu, elles ont été éradiquées par nous, donc c'est bien ça dont on parle. Vous en faites pas, je fais court, il y a une phase un peu lourde, et puis après on va repartir vers le haut. S'agissant de l'eau, est-ce que quelqu'un ici connaît sa consommation quotidienne en eau? Vous pouvez lever la main? Quelqu'un connaît sa consommation quotidienne? Ok. Voilà, donc on ne connaît pas nos consommations quotidiennes, sachant que 0,8% uniquement de l'eau consommée parmi les 150 litres par jour globalement, ça c'est juste la consommation directe. L'empreinte, elle est de l'ordre de 1000 à 5000 fois supérieure.
Donc tout ce qu'on emporte avec ce qu'on a autour de nous, qui est fabriqué avec de l'eau, il faut 25 litres d'eau pour faire une tasse de thé. Alors c'est pas l'eau du thé, hein, évidemment, mais c'est bien l'acheminement, le fait de faire planter, de planter du thé, etc. Donc vous voyez bien qu'on embarque partout, c'est 500 000 litres hein, pour un véhicule, etc. Donc 0,8% de l'eau que l'on consomme est recyclée. Bon, quand il y a un peu de stress, on s'aperçoit qu'on y arrive, hein, c'est 80% à Chypre, c'est 90% en Israël. Donc ça veut dire que la technique n'est pas la limite. Le sujet, c'est la prise de conscience. Mais je termine sur le scénario dans lequel on est. Peut-être sur les déchets, tiens, on va parler de déchets. Il en est présenté quelques éléments ici. Quelqu'un connaît à peu près le pourcentage de circularité dans le monde des déchets? Bon, je suis sûr qu'à ma gauche, c'est connu. Hein, mais dans la salle, est-ce que vous connaissez à peu près quel est en volume les déchets qu'on recycle? Bon, c'est 8%. Bref, donc on est dans une économie qui est purement linéaire. Je résumerai de manière simple pour dire qu'on est dans une société qui est extractiviste, productiviste, et que l'humain, là, qui a fait le grand réveil des Lumières au XVIIIe siècle, avec l'encouragement pour l'industrie nationale, c'est marqué, il a juste transformé, c'est-à-dire on a transformé des ressources qui étaient abondantes en déchets. On est aujourd'hui une race qui transforme des ressources en déchets. Bon, ça c'est pour le point de départ, mais ça vous le saviez à peu près. La question qui était posée, c'est ce qu'on fait globalement chez Naldeo, puis après on vous parlera un petit peu de quelques éléments. Nous, on est sur le monde de l'ingénierie. Donc moi, je fais le pari qu'on va passer du monde du verbiage, du blabla, des paroles, au monde de l'action. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça craint, ça brûle et qu'on n'a pas le temps. Donc nous, on a pris le parti chez Naldeo, donc une entreprise indépendante de tout énergéticien, vendeur d'eau, etc., d'accompagner les industriels et les territoires dans le but d'avoir le plus fort impact possible dans le délai le plus court possible. Concrètement, ça veut dire que, on parlait ce matin de loi de Pareto, on essaie d'aller à des endroits où il y a les plus forts gisements qui sont à gagner ou les plus fortes ressources qui sont à épargner. Donc moi j'adore la RSE, je ne sais plus qui filait la métaphore ce matin en disant qu'il faut maigrir, mais le sujet c'est pas de faire maigrir tout le monde à la fois, il faut qu'on maigrisse en regardant peut-être où sont les gros gisements et les gros problèmes. Donc c'est ce qu'on fait chez Naldeo, donc on essaie d'aller vers les énergo-intensifs, les hydro-intensifs, etc., dans le but de taper cette butte de carbone, de consommation excessive en eau, pareil en déchets, etc., puisque c'est, pour les plus anciens d'entre nous, c'est là que les bactéries attaquent. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait chez Naldeo, 300 personnes, boîte indépendante, en essayant d'avoir le meilleur effet de levier possible. En remerciant, puisque la slide est ici à l'écran, en remerciant, alors moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, ça a été dit précédemment, ouf. Alors carbone c'est cool parce qu'on a l'impression qu'en fait on fait des miracles en peu de temps, quand on a fait un bilan. Sauf que si c'est pour décarboner de l'industrie de l'armement, bon, je vous laisse juge, mais ça vaut aussi pour d'autres sujets, je ne suis pas sûr qu'on ait tant avancé que ça. Je renvoie en cela vers, pour ceux qui ne connaissent pas, la théorie du donut, si ça vous parle, vous savez, le donut américain, qui vise à promouvoir à ce que les entreprises restent respectueuses des 9 limites planétaires. 7 ont été dépassées à ce jour, la 6e maintenant on est passé à la 7e, donc 7 sur 9 limites planétaires ont été dépassées, parmi l'acidification des océans, la pollution, le climat, etc., j'en passe. Et dans le but de respecter également le plancher social et sociétal. Ça ne sert à rien de décarboner ou d'effacer les empreintes hydriques si c'est pour créer des inégalités, des inéquités, des déséquilibres dans la société. C'est le sujet qu'on appelle ça gilet jaune ou bonnet rouge ou à venir, je crois, des bonnets verts qui vont lutter, je crois, ardemment pour éviter toute cette folie dans laquelle on est. Donc la théorie du donut, c'est ça. Le but, c'est de ne pas rester que sur le carbone. L'avantage du carbone, on le sait, c'est plutôt sympa, c'est qu'en fait, il a un effet de cordée, puisque le scope 3 de l'un est bien entendu le scope des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands groupes disent qu'ils font plein de choses, mais en fait, ils sont surtout en train de demander à toute leur noria de sous-traitants de se décarboner, puisqu'elles représentent 80-85% de leur poids carbone réel.
Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec le carbone, les gens se parlent dans le but d'agir. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le carbone, on n'a pas traité grand-chose. Encore une fois, décarboner des pans d'industrie qui sont peu utiles. Et je vais en arrêter là pour ce stade-là. Je ne sais pas si c'est utile que ça, mais ça, je soumets ça à votre sagacité. Voilà. Merci Germain par rapport à ça. Donc là, on a planté le décor un peu global des besoins, des attentes de manière générique. Donc maintenant, si on veut replonger un peu plus sur le domaine de la formation, on va dire, donc on a besoin de compétences transversales, on a besoin de compétences spécifiques. Donc là, je vais revenir vers Martin, puisqu'il a notamment proposé, il y a la mise à jour des fiches RNCP qui est toujours une nécessité. Alors on a eu la chance, nous, d'avoir nos 85 parcours qui sont inscrits au fichier RNCP, donc avec une formation qui est relativement récente, donc qui est déjà sur l'approche par compétences, qui est un élément essentiel de ça. Donc ça, on a déjà fait ce travail. Mais c'est vrai qu'en visibilité sur nos parcours, c'est l'approche transversale qui est mise en avant dans le cadre de la fonction qu'on retrouve sur nos 85 parcours, qui est agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle. Et avec la phrase plus particulièrement en respectant les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on a sur tous nos parcours de BUT, mais après la manière dont c'est dispensé, on reposera la question justement sur les évolutions tout à l'heure à Laurent. Mais déjà, je pose la question à Martin, est-ce que c'est suffisant d'avoir ça dans nos parcours ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Merci. Alors, l'avantage qu'on intervienne en fin de journée, c'est vous avez déjà évoqué beaucoup de choses. Donc, cette slide sur les compétences, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que l'approche compétences, vous étiez tombé dans la marmite tout petit, dès votre réforme. Alors, quand même, juste sur les fiches RNCP, là, vous savez que il va y avoir cette révision des programmes qui va nous emmener jusqu'à 2027. Et dans ce processus, il y aura une reprise de toutes les fiches RNCP en déclinaison des nouveaux programmes sur lesquels vous allez travailler. Il se trouve que par ailleurs, il y a un décret qui est en préparation qui devrait préciser que, de manière plus spécifique que ça n'est aujourd'hui, que toutes les fiches RNCP doivent intégrer les dimensions de la transition écologique, etc. Donc on va avoir du travail dans les mois à venir, vous, le ministère de l'Enseignement supérieur, et peut-être le mien s'il est impliqué, sur les précisions de vos différentes commissions, au nom que j'oublie, CCN, CPN, etc., sur le programme de formation et à la déclinaison et à la reprise des fiches RNCP, avec en main, d'une part, l'arrêté qui définit les programmes et d'autre part ce décret qui va inciter à mettre plus de compétences dans les parcours. Moi je voudrais juste rebondir si tu permets par rapport à ce que disait Laurent sur ce qui peut être fait dans les IUT. Alors il y a l'approche compétences, par ailleurs dans les impulsions données par Sylvie Retailleau sur l'enseignement de la transition écologique. Donc il y a introduire plus d'enseignement à la transition écologique dans le premier cycle, en s'appuyant pour ça sur les ressources que l'UVED met à disposition. Donc il y a beaucoup de données, de vidéos, d'informations, de chiffres que vos enseignants peuvent trouver sur le site de l'UVED, des choses qui peuvent être récupérées sur Moodle, etc. Le deuxième élément, c'est le schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale que toutes vos universités doivent élaborer. C'est soit en route, soit déjà fait. Mais d'ici fin 2025, tous les établissements auront un schéma directeur des DRS et qui va pousser tout le monde à y aller et qui sera une référence, je pense, y compris pour les IUT. J'ai compris que les IUT et les universités, c'était parfois un peu compliqué dans le relationnel, mais en tout cas, le schéma directeur des DRS, il s'imposera à toutes les composantes et donc pour vous, il sera une référence. Voilà. Et le dernier élément, c'est qu'il y a les aspects d'enseignement et il y a les aspects de fonctionnement. Et tout ce qu'on peut faire de manière très concrète sur le fonctionnement,
Alors, j'ai noté tout à l'heure de l'intervention de la responsable de la CFE-CGC, elle disait mais on n'a pas le plan de transformation écologique de l'État. Petite erreur que je corrige donc maintenant. Il y a une circulaire depuis novembre 2023 sur ce qu'on appelle les services publics éco-responsables. C'est-à-dire que toutes les administrations, tous les établissements, et donc jusqu'aux universités, IUT, etc., doivent s'assigner une vingtaine de mesures, services publics éco-responsables, et donc qui couvrent des aspects comme le remplacement des chaudières à gaz, l'électrification du parc de véhicules, etc. Et sur ces questions concrètes qui touchent au fonctionnement des établissements, vous pouvez articuler ça avec les enseignements, avec la mobilisation des étudiants, avec la mobilisation des agents administratifs, des enseignants, etc. Il y a vraiment des constructions à faire entre les aspects fonctionnement. Je ferme la porte, je ne sais plus qui nous parlait de « je ferme la porte en sortant ». Donc il y a des articulations à faire entre ces aspects très concrets du fonctionnement de vos maisons et des enseignements qui peuvent être donnés. Je crois qu'effectivement, on est sur les injonctions contradictoires qui ont pu être développées où chacun dit oui, la RSE c'est important, mais à mon niveau, en gros, je ne peux pas faire grand-chose, alors que fermer les portes, ça peut paraître déjà un début d'application. Mais au-delà de ça et donc de cette exemplarité, effectivement, on a cette notion, que faisons-nous dans nos IUT, dans nos parcours d'IUT par rapport à ça. Et là, c'est Laurent qui va un peu nous expliquer les réflexions sur la contextualisation métier. D'abord, est-elle suffisante? Ça a été évoqué un peu ce matin à travers nos situations d'apprentissage et d'évaluation. Nos SAE sont-elles suffisantes? Sont-elles trop généralistes? Doivent-elles plus métier d'une manière globale? Comment est-ce qu'on les fait ressortir? Alors peut-être qu'on n'a plus vraiment de difficultés avec nos présidents d'université globalement par rapport à ça. Pour rebondir sur ce que vient de dire Martin à l'instant, la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est que les IUT forment à la professionnalisation, donc en fait sont des diplômes professionnalisants, et donc à ce titre, on est terrain. C'est pour ça que la notion transversale aussi a un impact peut-être plus important que de faire ressortir des ECTS ou des UE spécifiques sur un domaine comme celui-ci. Mais là, je vais laisser Laurent nous parler des réflexions de la DUT sur ces sujets-là. Éventuellement, d'ailleurs, si nos parcours, puisqu'il a parlé tout à l'heure de parcours spécialisés, est-ce qu'ils sont bien orientés, est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Est-ce qu'il y a de nouveaux parcours éventuellement qui seraient dans les circuits, parce qu'on dit on a peut-être des choses qui ne correspondent pas complètement et qui seraient nécessaires? Oui, alors là, ce que je vais pouvoir vous dire, en fait, c'est vraiment de la prospective, parce qu'en fait, le programme il est en révision, et donc il y a encore un petit peu de travail, enfin même beaucoup de travail à faire pour aboutir à quelque chose d'ici 2027. Mais effectivement, on a bien, je vous ai dit tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment peut-être visibles. Donc, bon, pour moi, en premier lieu, il s'agit déjà de réactualiser en fait toutes les compétences métiers à la lumière de la DDRS et de la RSE. Donc ça, il y a besoin de se reprofessionnaliser, donc que les enseignants aient justement accès à UVED pour s'auto-former, voire qu'on puisse les impliquer dans des programmes peut-être que j'évoquerai tout à l'heure, structurants au niveau des IUT. Et puis peut-être qu'il faut réécrire les choses de manière plus visible, en fait, donc en mettant en avant ce qu'on fait dans le domaine plus clairement. Et puis donc on a peut-être ce qu'on n'a pas fait dans le cadre du PN, du premier PN pour les BUT, de créer une ressource transversale spécifique à tous les parcours pour pouvoir avoir un langage commun, quelle que soit la spécialité de BUT. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'il faudrait peut-être faire, effectivement, puisqu'il y a quand même besoin de certaines notions au-delà des compétences métiers pour avoir une culture commune, en fait, sur ces aspects-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'il faudrait peut-être faire, effectivement. Mais après, il y a aussi de la communication à faire, parce que je crois quand même, on l'a dit tout à l'heure, que dans la première intervention de la dame de la DEM ce matin, que les jeunes sont un peu perdus, en fait, et ont besoin de sens quand ils s'engagent dans un métier. Donc quand ils vont vers nos formations, il faudrait qu'ils soient conscients qu'ils vont être pleinement acteurs de la transition écologique, énergétique. Et c'est pas forcément ça
qu'ils ont en tête quand ils viennent en IUT. Donc moi je leur dis en fait en arrivant à la rentrée, voilà, vous avez choisi l'IUT, eh bien voilà, vous allez être acteur de ces choses-là, quoi. Et je fais aussi un cours sur les biotechnologies. Voilà, les biotechnologies, on sait que ça permet de décarboner aussi. Voilà, j'évoque ça, mais par contre, voilà, c'est pas suffisamment transparent. On l'a pas mis suffisamment en avant. Et bon, voilà, il y a aussi, j'aurais peut-être des bachelors privés au fait qui mettent ça mieux en avant que nous. Donc je pense que c'est important qu'on soit un peu mieux disant sur ces aspects-là qu'on fait par ailleurs, quoi. Merci Laurent. Alors Germain, justement sur le côté pratique et technique, alors je vais mettre les hommes en difficulté très clairement parce que Germain va s'exprimer, comme vous avez vu comme tout à l'heure. Je diffuse des slides qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il dit, et là ce que je vais diffuser ce sont des exemples d'applications qu'il a eues dans des entreprises pour que vous compreniez bien la problématique aussi qui va être rencontrée dans différentes entreprises, mais ce ne sont pas des choses que je lui demande de commenter, c'est pour que vous compreniez un peu l'illustration de ce qui peut être fait dans les entreprises et des besoins en la matière. Voilà. Ouais, merci Franck. Bon, il y a une excellente nouvelle pour les IUT, c'est qu'on va avoir absolument besoin de vous. Et ce n'est pas un cri du cœur pour faire des arguments de séance là aujourd'hui. C'est pour la raison suivante, c'est que tout ce dont on a parlé pendant la journée aujourd'hui, ça ne se situe pas sur les sièges parisiens, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les slides pour ceux qui étaient à l'atelier ici sur la transformation du conseil. Ça se situe sur le terrain, c'est-à-dire sur les sites industriels. Donc le CO2 qui est à éviter, il n'est pas dans les sièges à Paris. Pareil pour l'efficacité hydrique, pareil pour l'efficacité matière, etc. Ça se situe sur les sites industriels. Je dis ça parce qu'en fait, on sort d'une période là, de quelques années, où on a fait de la prise de conscience, où on s'est dit, tiens, on va donner un cadre au rapport de durabilité extra-financier pour faire un rapport de durabilité, pour collecter des données, etc., etc. Mais le sujet de la mise en action, de la mise en mouvement, en fait, ça n'a pas commencé. Concrètement, ça n'a pas commencé, hein. Il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Enfin, dit autrement, le greenwashing va super bien. Donc quand je dis ça n'a pas commencé, pour autant ça va commencer, ou c'est en train de commencer. Prenons un exemple ici rapidement, Hager Group, c'est une belle ETI franco-allemande, etc., qui a fait exactement comme il fallait faire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un peu de sensibilisation, un peu de formation, un bilan carbone, un ci, un ça, bref, quelque chose de rapiécé, ils ont fait quelque chose de logique et efficace. Ils sont partis par le COMEX, le CODIR, ils se sont fait une sensibilisation en incluant pas uniquement les opérateurs de direction, mais les RH, les directions industrielles, des acteurs de terrain, des cols bleus, des cols blancs-bleus, des cols blancs, tout le monde, et en disant quelle est la trajectoire que conjointement on s'accorde. Super bien vu, c'est-à-dire que l'adhésion, c'est OK. Deuxièmement, ils ont dit on ne va pas pouvoir tout faire à la fois. Qui trop embrasse mal les trains, on va commencer par des premières actions pour se donner de la confiance. Donc ils ont serré un certain nombre de sites et ils se sont dit là, on va poser des premières actions, investissement, exploitation en 2023, en 2024, en 2025. Et troisièmement, ils ont dit, eh bien, à partir du moment où on a serré ces sujets-là, eh bien, on va regarder comment sur chaque site, on se donne des résultats qui puissent être opposables à nos parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils puissent dire que l'on est cohérent, on fait une trajectoire qui se comprend, de manière paysanne, tout le monde pige le sujet, et on est congruent. On dit ce qu'on fait, on le fait, et ensuite et seulement on communique. On fait l'inverse du greenwashing. Et donc ils ont dit, on va présenter ça à nos clients, ils comprennent. Quand ils décarbonent, bien entendu, c'est positif pour le bilan carbone de leurs clients. Ils ont obtenu, je prends cet exemple-là, mais retenez le raisonnement dans sa globalité. Vous pouvez aujourd'hui discuter d'une amélioration de vos taux d'endettement à partir du moment où vous avez une trajectoire cohérente, mais que vous la mettez en œuvre. Si c'est que de l'intentionnel, ça ne sert à rien. Vous pouvez de la même manière, nous on travaille pour des assureurs qui nous demandent, comme ils disent, de tiédir leur portefeuille, c'est-à-dire de faire le tri entre les boîtes qui agissent et celles qui n'agissent pas pour de vrai. Donc là, vous voyez quelques exemples. Ce que je suis en train de dire, c'est que fin 2024, début 2025, on est à la fin de la phase de communication. On est au début de la fin de la phase de reporting. Les gens ont à peu près des idées claires sur ce qu'il faut reporter. Et maintenant, on va savoir qui, comme dit Warren Buffett, qui nageait en slip ou pas. Donc, qui a fait des choses, les a mises en œuvre ou pas.
Le lien avec l'IUT, il est extrêmement simple. C'est que nous, on a besoin, dans nos entreprises type ingénierie et dans les industries, on a besoin de profils qui d'abord sachent, puisqu'il s'agit de terrain, maîtriser la technique, la technique, la technique. Tout le reste est super sympa, mais d'abord, si on ne sait pas de quoi on parle, si on mélange ce qu'est une tonne de CO2, 1 kg ou 1 gramme, ramené au produit qu'on vend, sachant qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de demander à n'importe quel consultant ce qu'est une gramme de CO2 par rapport à ce qui est marqué sur ces slides. Hein. Il n'en sait rien. Donc, un, c'est la technique. Deuxièmement, donc ça veut dire le terrain. Quand je vais en école d'ingénieur et que je dis qui a envie d'aller sur le terrain pour décarboner et qui a envie de faire du consulting, j'ai une forêt de mains qui se lèvent pour faire du consulting. Tout ça dans un monde qui se chat-GPTise à vitesse grand V. Je serais eux, je ne sais pas si c'est vers ça que j'irai tout de suite pour aller faire des slides. Hein. Sur le terrain, quand les gisements sont là, quand la chaudière gaz, il faut la transformer en chaudière biomasse, vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et ça, c'est pas ChatGPT. Hein. Donc, et pour répondre clairement et de manière plus concise à la question, la technique et le terrain, ça c'est le point fondamental. Vous avez ça dans vos filières. 2, on a perdu des compétences dans le fait de savoir gérer des projets qui restent de la gestion d'un coût, d'un délai et d'une qualité. Il est évident qu'on revient chez soi moins stressé quand on n'a fait que des études, que du marketing, etc. et qu'on n'a pas la pression du délai, des coûts et de la qualité. Or, comme disent les anglo-saxons, si on veut massifier la thématique d'impact environnemental, décarbonation, c'est les 3 S. Hein, vous savez, size, speed, skills. Il faut aller vite, avec des compétences, et de manière massive. C'est ce que je disais précédemment sur size, c'est-à-dire plutôt s'occuper des tonnes ou des mégatonnes de CO2 que des grammes, mais les unités valent bien entendu pour l'eau, l'énergie, les déchets et tout le reste. Donc je résume, vous avez en formation des gens qui sont pragmatiques, vous leur apprenez de la technique, génial, on adore, qui se différencient des ingénieurs en cela qui sont pragmatiques et qui ont envie d'aller sur le terrain, je le crois, je l'espère, et que vous avez la capacité de leur amener justement ces éléments de hiérarchisation pour que, on prenne les ordres de grandeur dans le bon sens, et que 2, j'ai oublié de le dire, je reviens sur ma théorie du donut, là où il y a une grande difficulté, on parlait de soft skills, c'est si vous pouvez les aider, ou si nous pouvons collectivement les aider à dire, une fois que la technique est maîtrisée, rendez-vous bien compte que les actions que vous portez sont systémiques. Encore une fois, si vous décarbonez une industrie qui n'est pas utile, vous devriez avoir des compétences ou développer des compétences financières pour dire que ça serait utile qu'elle bifurque sur des modèles d'affaires différents. Donc on est sur le sujet de l'acceptabilité effectivement sociale, sociétale et des autres impacts environnementaux. Donc je résume, la technique reste le maître mot, selon moi. 1 degré d'ouverture sur le fait effectivement de serrer les bons ordres de grandeur et les bonnes priorités. Ça s'appelle le lean management, hein, rien de plus. Donc, sauf que c'était fait au titre d'une industrie productiviste. Là, il faut une industrie de robustesse, c'est pas la même chose. Les industries robustes, c'est celles qui vont savoir s'adapter, hein. C'est pas celles qui vont produire de plus en plus. Hein. Si après-demain, elles produisent de plus en plus, mais qu'elles sont systématiquement inondées, elles sont pas robustes. Hein. Donc voilà, je m'arrête là pour éviter d'être emporté par la passion. Vous m'en excusez, mais vous avez les personnels, les candidats idéaux pour rentrer dans la phase actuelle qui est une phase de mise en action, de mise en mouvement sur lequel la compétence terrain va être, selon moi, la clé de la réussite. Merci Germain. Donc je reviens vers Martin maintenant, donc, parce qu'on s'aperçoit que les besoins s'élaborent par secteur, par branche, et on l'a vu tout à l'heure avec les interventions notamment de l'OPCO Atlas et les relais de l'APEC sur ce genre de choses. Mais on s'aperçoit aussi, donc il y a des outils qui sont mis à disposition, on parle des AMI, CMA, de France Stratégie, enfin tout un certain nombre de choses qui interviennent, et on a des besoins qui sont immenses. Puisque vous voyez qu'on a 2,5 millions de techniciens et ouvriers à identifier et à former. Donc là, on a beaucoup parlé de formation initiale, sans doute qu'on sera amené à parler de formation continue également. Mais pour autant, Martin, quel rôle pensez-vous que les IUT peuvent jouer justement dans ce besoin massif de formation ?
Je crois que c'était vraiment le débat aujourd'hui. Alors, tu parles de l'OPCO Atlas. Moi, j'étais dans l'autre atelier, OPCO Constructis et OPCO 2i, où on a aussi beaucoup donné d'éléments pour identifier où sont les métiers de demain, quels sont les besoins, etc. Donc après le sujet, c'est de répondre à ces besoins. Les IUT ont évidemment un gros rôle à jouer sur la formation de ces ouvriers qualifiés, techniciens, etc. Alors nous, on a ces travaux de la planification écologique au niveau national qui visent à préciser, à chiffrer quels sont les besoins dans les différents secteurs. Donc on sait que voilà, sur l'automobile, sur le bâtiment, sur l'agriculture aussi, c'est un peu moins chez vous, mais on a énormément de besoins là-dedans. Il y a une difficulté quand même qui est revenue, qui a beaucoup été débattue dans mon atelier précédent, là, c'est qu'on a beau identifier les besoins et même créer les cursus correspondants, on a beaucoup discuté de ce problème de l'attractivité. En disant on n'arrive pas forcément à remplir nos classes une fois qu'on a identifié là où il fallait former. Donc ce qui ressortait, et on peut revenir là-dessus, ce qui ressortait, c'est qu'il n'y a pas une baguette magique pour répondre à ce problème d'activité. Il y a des problèmes d'image qui se travaillent depuis très longtemps. Alors il y a des dispositifs d'attractivité. On a parlé, pour ceux qui étaient là, de Fort Industrie, qui est un dispositif qui permet de montrer concrètement à des jeunes ce que sont des métiers de l'industrie, avec l'espoir que ça leur donne envie d'y aller. Il ne faut pas raconter d'histoire non plus à ces jeunes sur les réalités de ces métiers. Il y a des dispositifs d'attractivité. Il faut commencer très tôt. C'est vrai qu'il faut aller nouer des liens, et là les IUT peuvent jouer un rôle, nouer des liens avec les lycées pour, dès cette classe d'âge, certains disent même dès le collège, commencer à sensibiliser à ce que sont ces filières et à l'intérêt qu'elles peuvent avoir. Je pense que les campus des métiers et des qualifications sont aussi un lieu où se rencontrent les différents acteurs du lycée, de l'enseignement supérieur et des entreprises. Et ça peut être aussi des lieux où on travaille sur cette question de comment répondre aux besoins et comment renforcer l'attractivité de nos filières. Voilà quelques pistes, sachant encore une fois qu'il n'y a pas de baguette magique sur ces questions d'attractivité. Mais moi, il m'a semblé que c'était vraiment un point sensible, important dans vos structures. Merci. Laurent, est-ce qu'on a un plan d'action dans les IUT pour faire face à tout ça, notamment en termes de s'emparer de la formation continue qui va être un des sujets? Est-ce qu'on a envisagé, c'est pareil, la formation des personnels de l'IUT, que ce soit enseignants ou non enseignants? En termes d'innovation, est-ce qu'on a des choses prévues? Oui, alors donc effectivement pour ce qui est de la formation des enseignants, donc on essaye d'impliquer en fait l'ensemble du réseau en fait dans des projets structurants, donc notamment des AMI-CMA. Donc je pourrais citer plusieurs, au moins deux. Donc il y a Batena, qui implique donc les IUT de Nouvelle-Aquitaine, donc autour des batteries. Donc voilà, ça implique bien sûr en formation initiale plusieurs spécialités de BUT. Donc je crois qu'il y a dans la salle la collègue de Bordeaux qui pourrait vous en dire plus si besoin. Mais donc aussi sur Limoges, je crois qu'ils sont très impliqués dans ce projet Batena. Donc qui implique effectivement de la formation continue. Donc il y a un DU sur la thématique, et puis des choses autour des batteries, de l'initiation sur les batteries au lithium, voire des choses peut-être plus exotiques sur le rétrofit des motos. Voilà. Donc on a aussi un projet que j'ai la chance d'animer en fait, qui est Décarbochim, donc qui s'adresse à toute l'industrie de la chimie. Donc en lien avec la fédération Gay-Lussac, qui regroupe l'ensemble des écoles des écoles d'ingénieurs de chimie, et puis donc Franchimie. Donc bien sûr la chimie est un émetteur important de CO2, et donc bien sûr c'est important d'avoir une action sur cette filière-là en particulier. Donc ça permet vraiment ça va permettre à terme d'avoir des ressources numériques qui vont être sur IUT en ligne pour pouvoir servir de ressources pour les enseignants de cette filière-là. Donc bien sûr la spécialité chimie, mais aussi génie chimique, génie des procédés.
Après, donc, on peut citer aussi un lien avec l'AFNOR aussi, qui est intéressant, qui est un lien assez ancien, qui permet aux enseignants d'avoir accès via une application qui s'appelle Cobase à toutes les normes. Donc on a parlé de l'ISO 26000, l'ISO 14000, donc qui permet vraiment de donner accès aux étudiants aussi à ces normes de manière en direct. Voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, voilà, vous avez vu tout à l'heure peut-être le projet Virtual 3R aussi, qui est aussi un projet qu'on essaie de déployer au sein des IUT, qui permet aussi bien de limiter le nombre d'animaux sacrifiés qui rentrent dans un cadre bioéthique. Alors on m'a dit tout à l'heure que voilà, ça pouvait avoir aussi un impact carbone défavorable, puisque ça occasionne il y a de la ressource numérique, hein, donc effectivement il faut faire attention à ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est complexe, en fait. On est souvent dans des tensions contradictoires entre voilà, des intuitions bioéthiques, voilà, limiter le nombre d'animaux sacrifiés, mais en même temps, si on remplace par du numérique, est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui va à l'encontre voilà, de ces positions RSE. Voilà, c'est un débat qui n'est pas simple. Moi, à un titre plus personnel de pilotage d'IUT, j'arrive toujours pas à savoir s'il faut que je baisse la température à 8 degrés pendant les vacances de Noël ou pas. Personne ne me dit ça. Enfin, le ministère me dit qu'il faut, mais Engie me dit bah non. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, j'ai fait baisser la température, mais voilà, il faut avoir une compétence vraiment fine et tout le monde n'est pas d'accord, même ceux qui ont des compétences. Merci Laurent, comme on me presse pour le temps. Germain, une conclusion justement sur tout ça, peut-être qui va nous donner faut-il baisser la température de l'IUT, ou en tout cas quel rôle les IUT peuvent-ils jouer aussi en matière de formation continue? Est-ce que là il faut s'emparer du système aussi ou pas du tout? Non, je pense qu'il faut écouter les vendeurs de gaz, ils ont des bons conseils. Bref. Donc, ouais, je vous disais au début que je voudrais dresser un tableau noir, mais en revanche, je voudrais terminer par un point optimiste, comme je l'ai fait sur le positionnement de l'IUT. Moi, je voudrais vous faire juste 2-3 suggestions, vous en faites ce que vous voulez. La première, c'est que vous avez un champ qui est extrêmement intéressant maintenant, un momentum, là, pour prendre le mot marketing à la mode, pour faire des IUT, entre guillemets, pour marketer votre raison d'être, ou votre trajectoire, et pour préempter, entre guillemets, le fait que vous déclariez être des acteurs ou des opérateurs de la transformation opérationnelle des entreprises et des industries. Le mot-clé, c'est opérationnel. Voilà. Ce sujet n'est occupé par personne, il est pris par personne, et si c'était une manière de récupérer quelques budgets en disant que fini la période de blabla, maintenant on passe dans cette transfert opérationnelle et c'est nous qui savons de quoi on parle sur le sujet, eh ben, on aura peut-être remporté notre objectif. Donc je me répète, IUT, acteur ou opérateur de la transformation opérationnelle des entreprises et des industries. Et vous pourrez ajouter des territoires, puisque bien entendu, on est dans l'industrie aujourd'hui, mais c'est industrie, entreprise et territoire. Ça, c'est la première suggestion, voilà, en toute humilité. La deuxième, c'est s'agissant des enseignements. Je vais prendre un léger contre-pied, puisqu'on est dans un monde de nuances, et c'est très bien, par rapport au fait d'avoir répété 3 fois technique. Je pense que vos étudiants méritent d'être complétés par 3 sujets qu'ils maîtrisent mal et avec lesquels il est utile peut-être de les occuper ou de les armer de manière intelligente pendant leur cursus. Le premier, c'est le sujet financier, pris sous le nouvel angle que Franck, tu connais bien, c'est-à-dire sur le fait de montrer qu'une entreprise qui n'a pas une action sur la durabilité va être dépréciée et décotée. Voilà, une entreprise, ça ne vaut pas aujourd'hui un multiple de chiffre d'affaires ou d'EBITDA ou de je ne sais quoi. Si elle brouillonne son exercice et qu'elle fait n'importe quoi au niveau environnemental, une boîte comme ça, après-demain, elle ne vaut rien. Donc c'est une nouvelle manière de voir la finance. Je pense que ça mériterait une journée de formation sur le sujet, sur le rapport entre la valeur de durabilité d'une boîte et sa valeur financière. C'est ultra important. Le deuxième sujet, ce serait la deuxième journée en complément, ça serait de faire une journée de philosophie. Parce que travailler pour une entreprise qui a un but ultime, qui est utile et non pas futile, c'est pas du tout la même chose. Et comme on ne s'accorde pas si facilement que ça sur utile et futile, je pense que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps dessus.
Parce que décarboner ou travailler l'impact environnemental, etc. Donc ça, c'est du sens, mais ils vont vouloir du sens au carré. C'est-à-dire faire ça pour des gens qui rendent leur mission extrêmement utile. Et donc je pense que ça vaut le coup d'avoir une journée philosophique sur la notion d'utilité. Certains appellent ça d'impact, mais je pense utilité au sens des communs. Qu'est-ce qui est utile pour la société? Et le troisième sujet, c'est de passer une journée dans une ferme agricole. Parce que décarboner, impact environnemental, tout ça, on a l'impression qu'on maîtrise toutes les données. Mais au final, on est quand même sur une planète, j'ai commencé par ça, qui est en train de s'effondrer au niveau de la biodiversité. Si on devait parler que d'une chose ici, ça serait de biodiversité, ça ne serait pas de carbone, en fait. Et je pense qu'il faut se rapprocher du terrain. On est devenus tous très urbains, on s'est un peu coupé de tout ça, et on ne résoudra pas tout par la technique. Je dis l'exact contraire de ce que je disais tout à l'heure, mais c'était une condition nécessaire de faire de la technique dans le but de faire ces ajouts complémentaires. Je suis en train de dire que remettre un peu de bon sens paysan sur les 3 sujets que j'ai cités ferait peut-être pas de mal. Merci. Bon, voilà, c'est la conclusion. Donc,